liberté, de ce mélange de pacifisme, en tout cas d'immobilisme. Et on va avoir sur cette période 34-39, on va avoir là un clivage de plus en plus fort entre la droite et la gauche, qui va être très marqué à travers la guerre d'Espagne. On parlait de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, c'est une guerre qui va opposer des nationalistes, donc des gens qui aiment leur pays, et puis de l'autre côté, des communistes, enfin en tout cas des collectivistes. L'alliance dite républicaine, aujourd'hui on ne nous enseigne pas ça du tout, mais la vérité historique, pour ceux qui étudient la guerre d'Espagne, c'est que d'un côté on a des patriotes espagnols. Alors c'est vrai que ces patriotes espagnols, ils sont soutenus par l'Église, ils sont monarchistes souvent, pas toujours, mais souvent, etc. Ils sont soutenus par un mouvement fasciste qui s'appelle la Phalange espagnole. Mais d'autre côté, qui a-t-on dans le camp républicain, celui que nous sommes censés, qui est censé aujourd'hui être le camp unien, quand on lit les histoires, eh bien, vous avez essentiellement trois postes. Vous avez le Parti communiste espagnol, qui est stalinien, qui est directement, directement en lien avec Staline et avec l'URSS. Vous avez les trotskistes du POUM, et vous avez les anarchistes de la Fédération anarchiste ibérique de la FAL. Et ce sont ces trois mouvements-là. Dieu soit loué, ces trois mouvements vont se bouffer le nez et vont s'entretuer, ce qui va faciliter le travail de Franco et des nationalistes, mais parce que Staline n'aimait pas les patriotes, il n'aimait pas les nationalistes, mais il n'aimait pas non plus les anarchistes, il n'aimait pas non plus les trotskistes, il détestait les trotskistes. Donc, je dirais que d'une certaine manière, l'affaire espagnole s'est bien terminée, en tout cas pour les Espagnols, mais vous avez là une exacerbation de deux camps. Et c'est vrai aussi que Franco a reçu le soutien de l'Italie et de l'Allemagne, avec des volontaires et une aide notamment de l'aviation allemande pendant cette période. Il faut le reconnaître. Mais Franco, selon moi, était un parfait nationaliste espagnol, et il l'a d'ailleurs prouvé ensuite, puisque il n'a pas engagé son pays aux côtés de l'Allemagne en 1940, pour différentes raisons. D'abord parce que son pays était exsangue, et puis aussi parce qu'il pensait que ce n'était pas son combat, ou que ce n'était pas un combat pour son peuple. Et donc l'Espagne était une terre de refuge, comme la Suisse et comme d'autres pays. Ça a été une terre de refuge pendant ces périodes extrêmement compliquées de la guerre de 40. Alors, la guerre de 40, là aussi, on nous enseigne que la droite était dans le camp du mal et la gauche dans le camp du bien. Mais vous savez que dans la collaboration, les mouvements collaborationnistes durs, ce sont justement le PPF, l'RSP, c'est-à-dire des mouvements issus de la gauche et des hommes issus de la gauche, donc un Doriot, qui est battu sous l'uniforme allemand, ou un DA. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que souvent, à droite, les engagements ont été extrêmement partagés. Vous avez des familles, aujourd'hui, des familles connues, comme la famille Pidos, par exemple, un nom qui va dire certainement quelque chose à certains d'entre vous. Eh bien, la famille Pidos, c'était des super patriotes, ces gens-là. Eh bien, en fonction de l'endroit où ils étaient au moment de la guerre, ils ont pris des engagements différents. Il y en a qui se sont trouvés dans la collaboration, dans la milice, il faut dire les choses clairement, et d'autres qui se sont trouvés dans les forces françaises libres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y en a qui étaient en Algérie au moment de la défaite, d'autres qui étaient en France, et chacun a voulu servir son pays, pensait servir son pays, dans un engagement patriotique, dans un engagement d'extrême, dans un engagement où on met sa peau au bout de ses idées, mais ce n'étaient pas forcément les mêmes engagements. Et on arrive même à ce paradoxe où l'un des frères Pidos, Jacques Pidos, je crois, fait partie des forces françaises libres, assiège La Rochelle, et à l'intérieur de La Rochelle, il y a son père, qui est un franquiste, ou un franc-garde, et qui va être capturé par les Américains, va être livré au Parti communiste, et va être fusillé. Et donc on a ces paradoxes de l'histoire. On a la même chose, moi, dans mon Babéry, là, du côté de Châteauroux, on a la même chose avec la famille Gaugelat, qui est une famille
baignait les étangs, la Brenne. Et dans cette Brenne, il y avait un père et ses 4 fils. Eh bien, les 4 fils ont pris 4 engagements politiques différents en fonction, enfin 4 engagements militaires, je dirais, différents en fonction de l'endroit où ils étaient au moment de la défaite. Et on en a dans la résistance, on en a dans les forces françaises libres, on en a dans la milice, notamment Jean de Vaugelas à Limoges, et puis on en a un même, un tout jeune dans la bataille. Donc on voit que ils disent il faut faire quelque chose pour mon pays, je dois faire quelque chose pour mon pays, mais ils ne savent pas quoi. Je veux faire mon devoir, mais où est mon devoir? Et certains vont être dans la résistance, d'autres dans la collaboration. Je trouve que c'est assez émouvant et on devrait avoir l'honnêteté de reconnaître que les choses n'étaient pas simples. Quand on a le nez sur l'événement, où est notre devoir? Mais en tout cas, ils voulaient le faire, leur devoir, tous ces jeunes gens. Et donc, voilà, vous avez cette collaboration dure, qui est une collaboration d'anciens gens de gauche. Les gens de gauche ont moins de scrupules pour des engagements extrêmement durs. Vous avez une collaboration passive, qui est peut-être celle du maréchal Pétain, c'est-à-dire des gens qui disent il faut qu'on fasse un compromis, quoi. Et comme l'a fait Thiers en 1870, jusqu'au moment où les Allemands partiront, ils partiront bien un jour. Mais préservons ce qu'on peut préserver. Ce que Pétain avait fait pendant la guerre de 14, il avait fait à Verdun, ce qu'on avait mis à son actif à l'époque, et ce qui faisait que Pétain était considéré comme un général de gauche à l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que le Front populaire l'avait envoyé comme ambassadeur de France en Espagne, parce que Pétain était considéré plutôt comme un peu d'ailleurs comme Pinochet au Chili, elle était considérée comme un général légaliste. Eh bien, Pétain était considéré comme un général plutôt de bonne composition et plutôt de gauche. Amené au pouvoir, faute de pouvoir, eh bien, il a cette vision un peu qui est celle de Thiers et qui est celle d'une collaboration passive et non d'une collaboration active. Mais de l'autre côté, dans le camp de la résistance, il ne faut pas nous faire rigoler, il n'y a pas que des communistes dans la résistance. On nous a expliqué, enfin pas notre génération, mais celle de mes parents par exemple, que la résistance c'était le parti communiste, c'était le parti des 100 000 fusillés, etc. C'est complètement faux. La résistance, c'est d'abord une résistance militaire, évidemment. La résistance militaire, c'est la résistance d'anciens militaires, donc ce ne sont pas vraiment des gens de gauche, enfin en tout cas majoritairement. Et puis, c'est plutôt une résistance de droite, en tout cas la résistance la plus active, la plus efficace, c'est une résistance de droite. Et puis on a des personnalités extrêmement connues quand même de héros de la résistance, comme Étienne d'Ors, par exemple, qui lui, non seulement était de droite, mais même d'extrême droite, légitimiste, royaliste, etc. Il y a des rues quand même maintenant un petit peu partout, donc on ne peut pas nier que ça a été une des plus belles figures de la résistance française. Et puis, parmi les grands résistants, les grandes figures de Londres, etc., vous avez des gens comme Georges Bidault ou Jacques Foutelet qu'on retrouvera après dans les combats d'Algérie française, dans les combats les plus à droite. Alors aujourd'hui, quand on réécrit l'histoire, on nous dit de parler de Georges Bidault, on parle de Georges Moulin. Georges Bidault, c'est le successeur de Jean Moulin. Désigné, oui. Et donc, il ne faut pas oublier tout ça, il ne faut pas se faire avoir sur cette période et sur ces clivages droite-gauche. C'est infiniment plus compliqué, on veut bien nous dire. Ça serait, oui, bien sûr, puisque la droite c'est quelque chose de mal, quelque part, il faut toujours que la droite soit dans le camp du mal, mais c'est extrêmement différent, tout ça est extrêmement différent. Alors après 1945, eh bien, vous avez l'épuration. Et c'est vrai que 1945, le Parti communiste français est extrêmement puissant, il représente 25 à 28% des voix, il a des droits de transmission partout, c'est lui qui organise l'épuration, et dans l'épuration, on va épurer certes les collaborateurs durs, mais on va aussi épurer les collaborateurs passifs, et puis on va en profiter aussi pour éliminer les notables des villages, les notables de droite, les anciens combattants, etc., qui avaient un portrait du maréchal dans leur mairie, ou qui avaient des positions de cette nature. Eh bien, en tout cas, je vois dans le côté de Limoges, avec un type du Parti communiste extrêmement sanguinaire, Guingouin, exactement, ouais, eh bien, qui va éliminer systématiquement tous les notables des villages, les éliminer physiquement, c'est-à-dire leur tirer une balle dans la tête, simplement. Et c'est sûr qu'après ça, vous voyez, je ne vais pas faire de comparaison, pas appropriée, mais je dirais qu'après la scission du Front National et le départ des négrétistes, ça a été assez dur pour le Front National d'avoir des élites. Imaginez maintenant une droite où
on met une balle dans la tête de tous les types qui sont maires de village, etc., conseillers généraux, etc. Ben après, c'est assez dur de s'en remettre. Alors, après, très rapidement, parce qu'après on est quasiment dans l'histoire contemporaine, donc on va aller très très vite. Après cette période-là, vous avez le rideau de fer qui tombe, vous avez des nouveaux clivages qui s'organisent, certains épurets de 44 sont amnistiés et deviennent des militants anticommunistes extrêmement efficaces. Je suis en train de finir de lire la biographie d'Albertini, qui était un type de gauche, de la collaboration dure, de la collaboration de gauche, c'était l'adjoint de Marcel Déat au RFP, et qui se fait épurer, et qui ensuite échappe à la condamnation à mort. Par contre, sa femme est torturée. Voilà, les résistants pouvaient torturer des femmes. Alors, on parle toujours de la torture en Algérie, mais voilà, on torturait en 44 à l'école de médecine. Enfin, et vous aviez le Parti communiste qui enlevait des gens, qui torturait des gens dans le cadre. Ça se passait comme ça, on n'avait pas oublié. Et cette pauvre femme qui n'était que la femme d'Albertini, c'était pour ça, mais cet Albertini a été quelqu'un. Oui, on lui a enlevé son fils à Albertini, à sa femme, et ce fils est mort. C'était un peu l'histoire de 2017, quoi. On l'a enlevé, et pour lui faire un lavage de cerveau, il avait 7-8 ans. Et il est mort, on ne sait pas exactement comment il est mort, mais en tout cas, il n'est pas mort avec sa maman, dans les bras de sa maman. Et donc ce gars-là va devenir un grand ponte de l'anticommunisme sur ces périodes-là. Ça a été un peu un recyclage. Après, vous avez les années 56, 58, où vous avez, avec Pierre Poujade, une révolte en fait, c'est une révolte de commerçants, c'est commerçants, artisans, qui sont en révolte contre un monde qui va être celui que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un monde avec des grands hypermarchés à l'entrée des villes, et puis les centres-villes qui sont vides, qui sont morts, un peu comme ici, vous traversez là en même temps, toutes les boutiques du centre-ville sont mortes, enfin beaucoup, bon, il y a quelques boutiques, ça va pas bien loin, et puis vous avez Carrefour, Darty, machin à la sortie, et voilà, et en fait, vous avez, c'est un capitalisme sauvage, quelque part. Vous avez des gens qui sont à la caisse, des petites dames payées au SMIC à la caisse, et puis vous avez des grandes entreprises de distribution extrêmement puissantes et prospères, mais vous n'avez plus le capitalisme diffus, le petit capitalisme des boutiquiers, des commerçants, des artisans. Celui-là, en France, il a quasiment disparu. On a laissé faire ça. Et le poujadisme, c'était une révolte contre ça. Il sentait que ça venait, et il s'était révolté. Et c'est là où il tombe sur un gars qui avait 23 ans, qui s'appelait Jean-Marie Le Pen, qui était qui va être élu député du mouvement Poujade, qui va être le plus jeune député de France à l'époque. Après cette affaire, vous avez l'histoire de l'Algérie française, on ne va pas non plus revenir là, mais la droite française a été divisée sur cette histoire de l'Algérie française, parce que vous avez la personnalité de Gaulle qui va rallier à lui une grande partie de la droite française, y compris la droite d'opinion, enfin la droite musclée, je dirais. Pourquoi? Parce que De Gaulle est catholique, il va à la messe, c'est un général, il a un sens de l'histoire, c'est un homme historique. Il a représenté la France, je dirais, à un moment où il n'était pas évident que la France soit représentée face aux Anglais, face aux Soviétiques, face aux Américains, etc. Et donc une partie de la droite va être séduite par le discours gaulliste, et une toute petite partie de la droite va être finalement derrière tous ces officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l'armée française qui ne supportent pas l'idée, non seulement peut-être de perdre des départements français en Algérie, mais aussi qui ne supportent pas l'idée de trahir la parole donnée. Car on avait donné notre parole notamment aux Harkis, on avait donné notre parole aux Chinois, qui pourraient rester dans leur patrie, dans la terre de leur père, parce que ce ne sont pas les Chinois qui les